Chers auditeurs, cette fois-ci, je vous propose de découvrir un nouveau monde, le monde d'Écrime. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire, semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Nous allons vous faire vivre à travers chacun des acteurs qui vont rejoindre cette histoire. Vous les connaissez bien, ce sont l'équipe de Dice Therapy qui vont petit à petit vous faire plonger dans ce monde sombre des crimes en racontant leur histoire. Et j'espère que vous suivrez avec délice l'aventure qu'ensemble nous allons vous conter. Nous avons voulu vous faire découvrir notre première histoire des crimes en respectant la toute première version des crimes écrite par M. Mathieu Gaborit et Guillaume Vincent. Donc ne vous étonnez pas, on change un peu nos habitudes. Les premiers passages sont lus et une fois l'introduction terminée, plongeront dans une aventure trépidante. Bonne écoute. Depuis l'aube, je travaillais comme de coutume à la salle bronze. J'agissais plus ou moins officieusement, cantonné dans un rôle de vulgaire enlumineur. Il me fallait chaque jour reprendre les traits grossiers du maître et les retravailler afin d'obtenir un plan clair et détaillé. Nous travaillions sur fer et la tâche était ardue. Les enseignants en avaient décidé ainsi, mes prédispositions au métier de cartographe n'étant pas suffisantes pour postuler au sein même de l'institut. J'obéissais à une règle immuable qui voulait que les élèves sans réel talent soient dépêchés auprès d'un duché voisin. Bref, je m'ennuyais comme jamais. Au soir, je profitais de l'absence du principal, requis pour quelques affaires galantes, pour déambuler dans la citadelle du duc. Cette dernière avait été décorée par les meilleurs artisans de l'époque. Les vitraux avaient été réalisés par la manufacture royale, et à cette heure de la journée, le soleil déclinant teintant les couloirs de couleurs les plus folles. J'observais encore une fois, sans me lasser une seule seconde, le jeu des costumes de la cour du duc. En effet, la tradition voulait que l'on fasse écho, selon son rang et à sa place dans la bâtisse, aux lumières qu'elle laissait filtrer. Le balai incessant des courtisans donnait à l'ensemble l'allure d'une toile aux couleurs saisissantes. À dire vrai, mon costume étriqué et usé me donnait l'apparence d'un croque-mort et les regards qu'on me jetait suffisaient bien à m'en persuader. Je finissais toujours par rejoindre le quartier plus sombre des serviteurs. Les meurtrières rappelaient dans ces endroits que le duc n'avait pas oublié de construire une citadelle plutôt qu'un palais. J'appréciais les cuisines pour des personnages comme Galpas. Ses récits me retenaient tard dans la nuit et me valaient souvent des reproches du principal. Mais ce soir-là, Galpas n'était pas là. On le disait malade, au repos dans les sous-sols. Je décidai de lui rendre visite, bien que l'idée de gagner les quartiers de la loge hippocratique m'effrayait. Les médecins vivaient au sous-sol afin d'être au plus près de la nappe phréatique. Les rumeurs disaient que c'était surtout le repère des psychologues occupés à soigner les psychoses dites de l'arc-en-ciel, des courtisans trop zélés. Seuls les ducs apprenaient très tôt à vivre dans les salles aux couleurs chatoyantes et changeantes, une sorte d'épreuve qui avait parfois laissé le duché sans successeur. Je trouvai à Galpas, aux traits tirés, la barbe sale, assisté d'une vieille femme. Je restai auprès de lui une bonne partie de la nuit. Lorsque je jugeai l'heure décidément trop tardive, je quittai le malade, mais j'étais bien incapable de retrouver mon chemin. Le temps passait, quand soudain j'entreaperçus loin devant une lumière diffuse. J'approchai sans être réellement rassuré. Des voix me parvinrent, assourdies, et j'arrivai bientôt au niveau d'une porte entr'ouverte. Je ne pouvais faire un pas de plus. Je venais de reconnaître distinctement la voix du jeune duc. Mais que faisait-il en ces lieux? Deux autres voix plus graves se firent entendre. Je n'osais bouger, mais dressai tout de même l'oreille. Leur conversation me parvenait par bribes, mais l'entretien ne laissait guère de doute. Ces trois-là en voulaient au duc. Dans l'ombre des caves d'Hippocrate, les comploteurs prévoyaient d'attenter directement la vie du maître des lieux. À l'entendre, le jeune duc ne semblait guère ému à l'idée de tuer son père. Tout au plus demandait-il qu'on lui épargnât les affres d'un procès. Bref, le jeune duc
commandait un véritable assassinat. J'avais peine à identifier les deux autres acteurs. Une voix m'était familière sans que je puisse y mettre un visage. Je n'insistais pas et m'éclipsais le plus silencieusement possible. Je retrouvais le chemin de mes appartenants au petit matin, épuisé et ne sachant que faire. Devrais-je m'entretenir dès à présent avec le duc, le père, et le prévenir du complot? Je doutais d'être cru, si par mégarde je venais accuser son fils. A contrario, l'idée de laisser faire les choses et de ne rien dire me déplaisait tout autant. Il me fallait une tierce personne de confiance à qui je puisse confesser mon histoire. Florian Carrel, un avocat duelliste. Ce garçon têtu aux idées monarchistes vivait surtout auprès de la vieille branche aristocratique, au milieu de ces nobles nostalgiques qui regrettaient le temps où leur titre leur valait encore quelques égards. Nous passions de longues soirées à débattre politique. Florent avait l'esprit fin et j'appréciais sa conversation. Je me rendis directement à ses appartements. Je le trouvai à la salle d'escrime, haletant, le sourire aux lèvres, auprès du comte de Verny. Ce dernier me jeta un regard noir et s'éloignant, tenant un bras ensanglanté. Florian! M'exclamai-je. J'avais enfin mis à mal ce petit esculape, ce comte doublé d'un médecin qui avait osé insulter publiquement mon père, le traitant de démocrate à la solde des loges. L'honneur avait exigé que je relève l'insulte malgré la désapprobation de mon père. Celui-ci jugeait le duel comme une coutume barbare et poussiéreuse. Nous étions en désaccord profond, la chose était de notoriété publique. Le duc apprécie pourtant mon père. Il l'avait choisi pour ses idées soi-disant modernes. L'héritier devait pouvoir composer avec les loges et surtout les compagnies marchandes pour assurer la pérennité du duché. Mon père, un précepteur de renom, assurait cette éducation diplomatique et si peu guerrière. Le jeune duc n'avait-il pas décliné par 2 fois un duel en usant de son rang? Une attitude peu crédible pour un duc, unique héritier de surcroît. Je chassai ces idées noires et accueillis mon jeune ami, le cartographe. Je l'aimais bien, ce Ferdinand. Un garçon aux idées désespérément romantiques. Il ne parlait que des traverses, rêvait de devenir un véritable arpenteur. Un nomade, étranger aux réalités politiques. Mais c'était un homme cohérent qui ne manquait pas de courage. Il m'entraîna dans un recoin sombre de la salle d'escrime. Il semblait agité, les yeux quelque peu fuyants. En quelques mots, j'eus vent de son affaire. Je le savais sincère. Je n'avais pas besoin de plus d'explications pour deviner que l'un des 2 hommes devait être mon propre père. Mes soupçons se confirmaient. Je m'étais toujours méfié de mon père comme précepteur. Comme fils, j'avais pu jeter quelques regards discrets sur les dissertations du jeune duc. Le mot démocratie m'avait plusieurs fois sauté aux yeux. J'avais par respect pour mon père gardé tout cela pour moi. Mais qu'on en veuille à la personne du duc, voilà qui dépassait toutes les mesures. J'oubliai le père pour ne voir qu'un obscur intrigant qu'il fallait arrêter le plus vite possible. Au soir, je prépare au souper. Les yeux de mon père étaient étrangement insistants. Il m'observait, bien qu'il voulût s'en cacher. Se méfiait-il? J'ai trouvé la réponse dans la personne du jeune duc. Ses gestes gauches, ses yeux fiévreux étaient autant de détails qui me mirent la puce à l'oreille. Je quittai la table sous prétexte d'un malaise et me précipitai à la salle d'escrime où Ferdinand m'attendait. Nous gagnâmes immédiatement les appartements ducaux. Le chambellan nous reçut avec courtoisie et nous fit patienter. Le duc apparut enfin, suivi par ses gens. Mon père, habituellement dans la bibliothèque à cette heure, se tenait à ses côtés, la mine grave. On congédia les courtisans et le chambellan nous invita à la suite du duc. Je pressentais le pire. Le duc me dévisageait sévèrement et mon père se tenait juste derrière lui. Une seule phrase coupa court à tous nos espoirs. Le duc nous accusa de comploter contre sa personne. Le greffier notifia les charges qui pesaient contre nous. J'étais incapable de réagir. Les faits jouaient contre nous. Les sorties nocturnes de Ferdinand dans les quartiers des serviteurs, mes opinions sur l'éducation du jeune duc. Tout cela s'ajoutait pour dresser le portrait mensonger de 2 sinistres assassins. Nous étions perdus. J'hésitais à provoquer ici même mon père en duel. C'était bien lui qui venait de me sacrifier. Mais le parricide était en soi une idée trop odieuse. Je restai les bras ballants, comme Ferdinand, à écouter la sentence.
Par égard pour mon père, j'étais exilé, condamné à quitter Éole avant l'aube. Ferdinand n'était guère mieux loti. Seul le souci de ménager l'institut cartographique retint le duc de le faire pendre haut et court. Comme moi, Ferdinand était exilé, j'étais écœuré. Je sortais avec mon compagnon sans un regard pour mon père. Nous fûmes conduits aux portes de la citadelle par le chambellan qui nous indiqua d'une voix neutre l'auberge de maître Revouard. Il nous hébergerait jusqu'à l'aube. À l'auberge, on nous indiqua une petite chambre sale et puante qui me fit subitement réaliser que ma vie comme membre de la cour du duc prenait fin à jamais. On tambourina soudain à notre porte. La rapière à la main, j'ouvrais à deux personnes vêtues de lourds manteaux noirs. Le vicomte de Marcourt et l'un de ses valets. Ils venaient nous avertir que nous étions menacés de mort. Mon père voulait régler l'affaire officieusement et dépêcher quelques spadassins à nos trousses pour écarter toute menace. Il redoutait mon expérience de juriste et se soumettait à la raison d'État. Le vicomte était un ami proche. Il appartenait à la vieille garde qui redoutait à juste titre l'influence du précepteur sur la frêle personnalité de l'héritier. J'avais leur confiance. Le vicomte m'indiqua la vaste esplanade ducale d'où partaient les dirigeables. Son fils, lieutenant de la garde, avait donné des ordres pour ne laisser qu'un seul homme en faction. Très facile de le neutraliser. Je quittai le vicomte, ému par autant de sollicitude, et nous gagnâmes l'esplanade. Je fis mon compte au gardien, d'un bon coup de pommeau. Seulement, aucun de nous deux ne savait conduire un dirigeable, et trouver un pilote à 2 heures du matin. La chance devait pourtant nous sourire. Ferdinand avait aperçu une lumière au niveau d'un hangar. Y pénétrant, nous découvrîmes l'étrange spectacle d'un jeune homme occupé à travailler sur une maquette d'aéroplane. Le soir, j'attendais toujours le départ des derniers techniciens pour rejoindre le vieux hangar de l'esplanade ducale. Le bâtiment était devenu au fil du temps un vaste bric-à-brac. On y déposait les pièces irréparables, les vieilles enveloppes de dirigeables et surtout les carcasses informes des prototypes d'aéroplanes. Curieusement, ces objets avaient échappé à l'appétit vorace des ferrailleurs locaux. J'avais aménagé, au plus profond du hangar, une cabane de fortune, où je me réfugiais toutes les fois que mon métier de mécanicien le permettait. C'est là que je m'installais pour reconstituer fidèlement ces prototypes le plus audacieux les uns que les autres. À défaut de voler, je revivais d'une certaine manière les émotions de ces constructeurs un peu fous auxquels je pouvais rendre un dernier hommage. Le soir, je me consacrais plus attentivement à une maquette, ma maquette. Je profitais des secrets que les carcasses, une fois reconstituées, avaient bien voulu me livrer. Car je n'avais que cette seule idée en tête, voler. Voler à tout prix. Et le seul moyen était de le faire avec mon propre aéroplane. Ma maladie m'avait causé trop de tort, trop d'humiliation. On ne me faisait plus confiance pour conduire un engin volant. Ce soir-là, je travaillais comme de coutume sur la maquette lorsque j'entendis la porte du hangar s'ouvrir. 2 hommes vinrent à ma rencontre, le premier tenant une rapière à la main. Posant négligemment la pointe sur ma poitrine, il me posa une seule question. Sais-tu piloter un dirigeable? Oui, répondis-je. J'avais du mal à parler. J'entrevoyais ce qu'il m'attendait. Et cette perspective me bouleversait. Des gens osaient l'impensable, voler un dirigeable et s'enfuir avec. Je les suivais avec empressement. Ils devinaient mon enthousiasme et me laissèrent prendre quelques affaires. Je les emmenai jusqu'au Lunglands, prêt à l'envol, à l'est de l'esplanade. Je connaissais bien la procédure à suivre. J'avais souvent eu l'occasion d'observer les gestes précieux des barreurs ducaux, un corps d'élite seul habilité à conduire les engins volants du duché. Pendant ce temps, j'avais pu noter que les plus jeunes des 2 fuyards avaient sorti de besace un inestimable trésor. Des cartes, de véritables cartes estampillées du sceau du duc, des cartes en papier. Il étala avec des gestes sûrs dans la cabine de pilotage, sur la grande table.
Sur l'avis du cartographe, nous prîmes la direction de Métalune, la ville la plus proche. Je passai la journée suivante à écouter les récits de mes deux compagnons de voyage. Le premier, Florian, ne m'inspirait aucune sympathie. C'était un homme rageur et violent, un monarchiste convaincu. Il correspondait en tout point à l'idée que je m'étais faite des aristos. Par contre, le deuxième, Ferdinand, m'était sympathique. Osé, il aimait ses cartes et surtout il aimait le voyage. Lorsque nous eûmes quitté Éole, il fut dès l'aube à mes côtés dans la cabine de pilotage pour mieux goûter au spectacle de Larentelle. Nous nous comprenions. Il préférait, comme moi, les traverses aux cités. Nous naviguâmes 2 jours avant le premier incident. En fin de soirée, j'avais eu quelques difficultés à diriger la barre. Je repensais à ce bruit insolite lors du décollage. Le gouvernail avait sans doute été endommagé à ce moment-là. La barre devient de plus en plus capricieuse tout au long de la journée. Au crépuscule, nous distinguâmes les lueurs rougeoyantes des cheminées de la cité. Au fur et à mesure que nous approchions, une fumée âcre opacifiait les vitres de la cabine, ne laissant qu'une visibilité douteuse. J'allumai toutes les lumières et progressai au ralenti, me fiant à une lumière plus vive, celle du phare de Métalune. La nuit tomba, et nous dûmes notre salut à un coup de vent providentiel qui éclaircit un court instant les environs du phare. Je parvenais in extremis à arrimer le dirigeable à ses côtés, lorsque les vitres de la cabine menaçaient de devenir définitivement opaques. Un vaste relais était installé autour du phare, pourvu de toutes les structures pour accueillir dirigeables et montgolfières. Je laissai à Florian le soin d'expliquer notre arrivée au bourgmestre, qui gesticulait comme un beau diable et partait à la recherche des mécanos du relais, accompagné par Ferdinand. Seulement, avant eux, il y eut cette petite fille, recroquevillée avec d'autres le long du mur d'enceinte. Le masque d'un pierrot qu'elle serrait contre son corps avait retenu mon attention. Je, je croisai son regard, celui de notre Éléonore. Je vivais depuis plus d'une semaine près de la grande porte de l'Orient. J'avais trouvé refuge auprès d'une petite troupe de saltimbanques, des gens pauvres qui donnaient de modestes représentations auprès des caravanes marchandes qui s'agglutinaient chaque jour à la grande porte. J'arrivais juste à temps pour remplacer l'une des comédiennes, retrouvée morte un matin. Son souffle m'avait confié son ami, l'air résigné. Je savais de quoi il parlait. Le vent souffle surtout à l'est à Métalune. Les fumées sont ici plus denses et plus âcres que nulle part ailleurs. Elles profitent aux contrebandiers qui rentrent par la porte d'Orient. Les miliciens eux-mêmes portent en permanence des filtres sommaires qui permettent soi-disant de respirer normalement. Notre troupe avait doté de filtres les masques du spectacle que nous devions porter du matin jusqu'au soir, un déguisement qui me convenait à merveille. Mes poursuivants pouvaient bien me chercher sous ce masque. Pourtant, je restais inquiète. J'avais fait le pari qu'en moins d'une semaine, les recherches seraient abandonnées. Mais que pouvais-je dire des limiers du puits? Allait-il se contenter de la dissolution de la guilde? J'étais bien incapable de répondre jusqu'au jour où un étrange personnage vient à interroger les gens autour de la porte d'Orient. Il cherchait une jeune fille et payait cher pour obtenir des renseignements. Je savais bien qu'Audrey, le chef de la troupe, n'hésiterait pas longtemps. Les carabiniers rechignaient de plus en plus à se délester de quelques pièces et la petite troupe traversait des temps difficiles. Je ne voulais prendre aucun risque. Dans la nuit, je m'éclipsais silencieusement pour gagner le phare. J'avais mon idée. Au phare, on voyait souvent des dirigeables s'arrêter pour décharger hommes et marchandises. Je me rappelais les mots de Violette. Le grand relais autour du phare est une cour des miracles, Hello. Si les choses tournaient mal, je serais la première à me réfugier là-bas, dans l'attente d'un montgolfier trop romantique, disait-elle, avec à l'appui un sourire malicieux.
J'empruntais avec mes derniers sous le tramway qui menait au phare. Un tramway sans vitres, doté uniquement de vieux grillages rouillés qui laissaient pénétrer la fumée. Je débarquais, le souffle court, fatigué, et trouvais une place le long du mur d'enceinte. Malgré tous mes beaux discours, le garde de l'entrée m'avait refoulé, faute d'argent pour m'offrir une chambre. J'en étais à détailler les clients qui entraient et sortaient pour repérer quelques bourses ballantes lorsque je croisais le regard insistant d'un vieil homme. Philomène s'approcha, un peu gênée, et me demanda s'il pouvait m'aider. 1 heure plus tard, je montais dans son dirigeable. Je sus immédiatement qu'il était mon meilleur parti. Paternaliste, il m'avait pris sous son aile et se sentait responsable. Pour lui, je jouerais le rôle de la petite fille. Mais il y avait ce Florian, plus perspicace, qui me regardait comme une femme et savait sans doute à quoi s'en tenir. Le plus dangereux, Ferdinand, lui était insaisissable. Je me sentais étrangement attirée par ce garçon. L'essentiel était que ces trois-là, quoi qu'ils aient pu faire, m'offraient le meilleur passeport pour quitter Métalune. Philomène prenait la direction d'Entrelace. Seulement, les cartes de Ferdinand semblaient ne plus pouvoir servir. Nous progressâmes bientôt sans cartes, avec les seuls instruments de navigation, lorsque des vents violents, un matin, se levèrent sans prévenir. Ferdinand eut toutes les peines du monde à éviter la catastrophe, mais au soir, nous étions complètement perdus. Les réserves de nourriture et surtout d'eau, bien sûr, s'épuisaient. Heureusement, nous devions découvrir en pleine nuit les lueurs rassurantes d'un relais sur une traverse que nous survolions depuis plusieurs heures. Un relais modeste pourvu d'un seul arceau pour dirigeable. Une fois à l'intérieur, nous pûmes faire notre premier vrai repas. Au dire de l'hôtelier, nous étions sur une petite traverse qui menait vers l'ouest, directement à la traverse d'Entrelace. Mais les vents se sont levés pour la saison. Plus personne ne vole dans la région. Les clients se feront rares par ici, dit-il en montrant la salle de la main. Je suivais son geste et remarquai la seule autre personne présente. Un homme, vêtu comme un nomade, qui me dévisageait avec attention. Cet homme doit connaître la traverse, pensai-je. C'était une intuition. Je ne me fiais pas seulement à ses habits, j'irais lui parler. Philomène, lui, ne connaissait pas assez les traverses. Quant à Ferdinand, il s'en remettait à lui, et Florian n'avouerait jamais avoir besoin d'un nomade. Je me levai et allai m'asseoir à sa table. Nous étions depuis 4 jours dans un relais, une haute tour carrée en bordure de la traverse. Un relais qui appartenait à la seigneurie d'Aumont, sur laquelle nous cheminions depuis plus d'une semaine. L'hôtelier cherchait quelques hommes en plus de ses fils pour chasser le hurleur. Il attendait aussi la venue prochaine de son seigneur en visite chez un vassal. Le baron avait prévu de s'arrêter à son relais durant le voyage qui le ramènerait à sa citadelle. L'emploi était honnête, l'hôtelier offrait un gîte et un couvert à la mesure du travail. Ce soir-là, toute la famille était réunie dans la salle principale du relais. La journée avait été fructueuse et Ansar avait eu la main heureuse, ramenant pas moins de 4 hurleurs. Le vieux reine, notre oncle la guerre, venait de sortir l'absinthe lorsque la porte du relais s'ouvrit. 4 hommes pénétrèrent sans un mot, le visage masqué sous une large capuche. Durant quelques secondes, personne ne bougea. Je remarquai simplement la main d'Ansar, glissant imperceptiblement vers la garde de sa rapière. Je regardais ses yeux et reconnaissais ce flottement du regard. Ansar prenait-il le risque de lire l'un d'eux? Je vis comme au ralenti, Reim se levait et s'approchait des visiteurs. Ils choisirent ce moment pour se dévoiler. Une dague jaillit sans crier gare, et je vis Reim tituber, les yeux exorbités de surprise. Sa femme hurla et ses 2 filles se précipitèrent sur l'agresseur. Mais un autre, plus en retrait, brandissait déjà 2 pistolets, qu'il déchargea à bout portant sur les 2 garçons. Ils s'écroulèrent, blessés à mort. Ansar ne bougeait pas. Son visage figé reflétait une douloureuse concentration. À côté de moi, les cris de la femme redoublaient de plus belle. Ansar, sans quitter les assassins du regard, me parlait. Ils ne nous voient pas encore à Melun, mais je ne tiendrai pas très longtemps. Ils sont résolus, ce sont des mercenaires engagés par l'antiquaire. Ils ont l'unique consigne de rapporter mon annonce.
Peu importe les moyens. Il articulait avec peine, hachant ses mots. Prends-la, Hamelin, et enfuis-toi, vite! Il avait hurlé ce dernier mot. J'observais un instant les assassins. Ils fouillaient la pièce du regard et leurs yeux glissaient sur nous sans ciller. Nous étions invisibles. Je savais que pour maintenir un tel effort sur 4 personnes, Ansar exposait son esprit à de terribles rejets. Je n'hésitais plus à m'emparer de son annonce. Je le voyais entre les assassins qui commençaient à fouiller la pièce et sortaient. Il y avait un autre homme dehors, tenant par les brides 5 chevaux. J'enfourchai une des montures lorsqu'il s'emparait d'un mousquet accroché à une selle et partit au triple galop. J'entendis une déflagration et un projectile siffla à mes oreilles. Serrant toujours l'annonce de mon maître, je disparaissais, happé par la nuit. Je m'arrêtai dans un relais à l'aube. Je louai l'unique chambre pour ma journée et m'y réfugiai. Une fois rassasié, je ne parvenais pas à oublier les événements de la matinée. Bien qu'Ansar m'ait lui-même ordonné de fuir avec son annonce, je restais extrêmement troublé. Je regardais l'objet, bien conscient d'en être dépositeur. Mais que devais-je faire? Ansar m'avait parlé de ces céphales mourants, qui ordonnaient avant toute chose la destruction de leur annonce. Il m'aurait suffi d'ouvrir la petite lucarne de ma chambre et de précipiter l'annonce vers les crimes pour en finir. Seulement, j'étais bien incapable de faire ce geste-là, ignorant le sort de mon maître. Il fallait d'abord s'échapper définitivement à mes poursuivants et protéger l'annonce. Un bruit insolite m'arracha à mes rêveries. Celui assourdi d'une hélice de dirigeable. Je m'approchai de la fenêtre et suivais l'atterrissage hasardeux d'un dirigeable aux armes d'éole. Ses habitants débarquèrent peu après. Je descendais dans la salle commune et couvrais un groupe insolite mené, tout du moins à parole, par une jeune fille anencéphale qui avait mis ce dirigeable sur la route. Je projetais très délicatement mon esprit dans celui de la jeune fille, effleurant ses sentiments. La manipulation était facile. Elle me percevait comme un traversier accompli, un guide dont elle et ses amis semblaient avoir besoin. Le soir même, je prenais place à côté d'un certain Philomène, dans la cabine de pilotage. Nous partions, mes 4 compagnons à moi, pour Entrelace. Ils naviguèrent 4 jours avant de rencontrer les premiers vents d'hiver, la grande brise. Philomène espérait pouvoir rejoindre la traverse d'Entrelace vers l'ouest en moins d'une semaine, mais les vents forcirent et soufflaient vers le sud, déportant lentement le Lunglens de la route, et la grande brise s'enflait au point d'en imposer sa route au dirigeable. Pour ne pas risquer le pire, Philomène cessa de lutter contre les vents et infléchit la route du dirigeable vers le sud. En suivant la grande brise, Philomène savait qu'il économiserait le carburant. Ce sursis leur permettrait d'atteindre Venice, la seule cité qui se trouvait sur leur nouvelle route. Durant les jours qui suivirent, Philomène eut toutes les peines du monde à maintenir le Lunglens dans les airs. Ballotté, malmené par les vents, le dirigeable vibrait dans toutes ses armatures. Des passagers, seuls Éléonore et Ferdinand, restaient toute la journée dans la cabine de pilotage auprès de Philomène. Hamelin s'était enfermé dans sa cabine et n'en sortait que pour les repas. Quant à Florian, il arpentait le dirigeable de long en large, en soliloquant sur son sort. Par 2 fois, l'enveloppe du dirigeable menaça de se déchirer. Mais le Lunglens tint bon et 16 jours après avoir pris la direction de Venice. La cité apparut enfin. Aucun des passagers du Lunglens n'avait encore vu Venice. L'aspect hétéroclite de la ville frappa leur imagination. Venice semblait avoir été construite en dépit du bon sens. Une multitude de traverses formait le sol de la cité, comme si l'écrime avait voulu en ces lieux réconcilier le monde des traverses et celui des cités. Philomène commence à manœuvrer pour descendre vers Venice, lorsqu'on entend soudain le chuintement sinistre d'une déchirure. L'enveloppe du Lunglens vient de rendre l'âme. Il est trop tard pour se détourner. Les 5 compagnons observent impuissants la ville se rapprocher de plus en plus. Pourtant Philomène, au prix d'une manœuvre désespérée, parvint à rétablir le dirigeable à une centaine de mètres au-dessus de Venice. Mais le Lunglens agonise et dérive lentement dans le ciel de la ville, échappant à la volonté de son pilote. En bas,
Une bande de curieux tente de suivre à vélo la course chaotique du dirigeable. Le Langlen s'accroche violemment en échafaudage. Il se traîne encore quelques centaines de mètres avant que n'apparaisse comme, par miracle, l'une des vastes esplanades de Venice. Dans les minutes qui vont suivre, les gens de l'esplanade vont réussir tant bien que mal à arrimer le dirigeable, éviter qu'il ne s'écrase sur la ville. Bientôt, nos 5 compagnons peuvent fouler du pied le sol de Venice. Je vais vous montrer où vous êtes. Vous venez d'atterrir avec perte et fracas. Juste dans ce bâtiment-là, en fait. Plus ou moins, à côté, accroché. C'est le palais des 107 théâtres et vous vous êtes fracassé sur le bord de l'angle de ce bâtiment qui est colossal, qui est complètement... en fait, en plus de sa forme de pyramide, il y a du verre et du métal absolument partout. Et du coup, ça a fini d'achever l'enveloppe de votre dirigeable qui, pour l'instant, la nacelle est tout seul. Vous pouvez en sortir. Mais par contre, l'enveloppe est en train de se dégonfler de plus en plus vite parce qu'il y a de multiples entailles. Je te remercie, Philomène, de nous avoir fait atterrir quand même, parce que c'était pas gagné. Ouais, quel atterrissage! Oui, mais Je vous en prie, Bon pilote, moi. j'aurais fait ce que j'ai pu, mais je crois que ce bel avion, ce beau dirigeable ne nous emmènera pas plus loin cette fois-ci. Je pense que nous devrons lui dire quelques adieux. nous en trouverons bien. Il a accompli son devoir, et maintenant, voir ce qu'on peut faire dans cette ville. Vous voyez se diriger vers vous un homme rondouillard, dans un espèce d'uniforme avec plein de petites décorations dorées en métal. Et il a un imposant képi rouge. Il ne vient pas tout seul, il y a une dizaine d'hommes avec lui. Sans doute des gardiens de la paix, quand vous regardez leurs costumes. Le gros homme s'approche de vous, regarde en fronçant les sourcils votre équipage quelque peu hétéroclite. « Je suis le sous-préfet Aogon. Votre atterrissage a causé d'innombrables dommages à notre magnifique palais des 107 théâtres. Regardez, vous avez détruit ce précieux décor d'une valeur de... » Il cherche dans ses poches, il sort une petite tablette de cire où il y a quelque chose écrit dessus. Vous avez détruit un bien d'une valeur de 6000 hurles. Une enquête va être ouverte, croyez-moi, pour établir les circonstances exactes de ce drame. Messieurs, veuillez les encercler.